Ariane Dumont, bonjour. Vous êtes une praticienne de la classe inversée. Vous avez mené des travaux de recherche sur le même sujet. Vous conseillez aussi des enseignants pour la mise en place de la classe inversée. De votre expérience, quel est l'intérêt de cette méthode pédagogique? Alors tout d'abord, je vous corrige tout de suite. Ce n'est pas une méthode pédagogique, c'est un état d'esprit. Et c'est ce qui fait toute la différence. Ce n'est pas une recette qu'on applique. Dans mon rôle de conseillère pédagogique, j'accompagne les enseignants à mettre en place cette nouvelle façon de repenser le présentiel avec les étudiants, en fait de manière à l'optimiser. Alors l'intérêt de la classe inversée, c'est d'externaliser la partie transmissive qui auparavant avait lieu pendant les cours, typiquement le cours ex cathedra, et puis le temps qui est ainsi libéré en présentiel avec les étudiants, l'utiliser de telle manière à accompagner les étudiants dans la partie difficile qui est la partie finalement d'apprentissage. Donc ce n'est pas une méthode puisque chacun peut l'appliquer à sa manière selon ses compétences technopédagogiques, selon son désir, selon ce qu'il sait manier et ce qu'il a envie d'essayer et comment il a envie de sortir de sa zone de confort. Donc ça n'est pas une méthode pédagogique. Je pense que tous ceux qui sont un minimum intéressés à la pédagogie ont une définition ne serait-ce qu'intuitive de ce qu'est la classe inversée. Est-ce que vous pourriez préciser ce point-là? Finalement, si ça n'est pas une méthode, qu'est-ce que c'est, la classe inversée? J'ai envie de reprendre les mots de Marcel Lebrun, qui est un des chantres de la classe inversée, qui dit que c'est repenser le présentiel. Pour moi, la classe inversée, c'est vraiment repenser la manière dont on collabore avec les étudiants dans une approche qui est finalement centrée sur l'expérience d'apprentissage. On est dans un changement de paradigme. Avec les apprenants d'aujourd'hui, on ne peut plus être dans une logique où l'enseignement est centré sur l'enseignant. Aujourd'hui, l'enseignement il est centré sur l'expérience d'apprentissage. Alors si je devais donner une définition en 2 mots, je dirais repenser le présentiel, repenser ce temps qu'on a avec nos étudiants, ce temps cadeau. Et puis j'irais même un peu plus loin, je dirais que lorsque on se rend compte que la technologie augmente, que les étudiants ont de plus en plus leur environnement d'apprentissage qui est sur des vidéos, sur des forums, donc je dirais en technologie, eh bien l'importance de l'humain devient grandissante. Et donc le contact avec les étudiants est d'autant plus important. Finalement, c'est plus un état d'esprit qu'une méthode. On peut utiliser d'autres formules pédagogiques qu'on va voir dans le cadre de ce MOOC, à savoir les boîtiers de vote, les techniques de rétroaction en classe, les simulations, le jeu, tout ça, ça peut être intégré à la classe inversée. Bien sûr. Et je dirais même qu'il n'y a qu'une règle en réalité, c'est varier. Varier les activités pendant les cours. Parce que définir une scénarisation pédagogique type pour un cours et la répéter chaque semaine pendant tout un semestre, toute une année académique, même en faisant des activités intéressantes à chaque fois, vous risquez de tomber dans une espèce de routine un peu mortelle. Donc ce qu'il faut, c'est varier. Alors varier, il y a énormément de choses qui existent, il y a énormément de références, mais varier les activités, surprendre les étudiants, mais surtout les amener à devoir réfléchir, analyser, voter. Moi, j'aime bien la méthode d'Éric Mazur, qui a été développée à la fin des années 90 et qui s'appelle la méthode du peer instruction. Éric Mazur, soit dit en passant, est un des pères de la classe inversée, puisque c'est le premier qui, dans son livre à la fin des années 90, expliquait vraiment clairement comment il externalisait la partie théorique en dehors des heures de cours et comment il utilisait le temps en classe avec les étudiants pour faire des exercices pratiques. Puis là, les exercices qu'il fait avec les étudiants, c'est tout simple, ça part effectivement de l'idée de les faire voter, une question conceptuelle, une réponse à choix multiples, 4 possibilités de réponse, bien sûr la réponse juste, 2 réponses qui se basent sur les erreurs habituelles des étudiants, une 4e qui peut être un peu plus sympathique, un peu drôle. On fait voter les étudiants individuellement, ensuite on leur demande de se regrouper avec d'autres gens qui ont voté différentes choses et qui ont choisi une autre réponse, et les faire revoter une seconde fois. Ce que la recherche nous dit, c'est lorsqu'il y a suffisamment de bonnes réponses lors de la première votation, il y en a significativement toujours davantage lors de la deuxième. Pourquoi? Parce que les étudiants arrivent bien à s'expliquer entre eux. Puis c'est plus facile de dire à son collègue de cours tu peux répéter, j'ai pas compris, plutôt que de dire Madame Dumont, j'ai pas compris, vous pouvez répéter. Dans un amphi, c'est peut-être un peu plus dérangeant, alors qu'un collègue de cours, c'est plus facile. Donc cette méthode du peer instruction, elle est toute simple et puis elle est très efficace. Ça, c'est un des exemples que je peux vous donner, il y en a beaucoup d'autres. Justement, l'un des buts de ce MOOC, c'est de faire en sorte que les enseignants approfondissent leur
pratiques de pédagogie active, en tout cas d'approche réflexive par rapport à leur enseignement. Est-ce que vous auriez d'autres conseils à des gens qui voudraient se lancer dans la classe inversée? Alors, un premier conseil, ne pas tomber dans le piège de vouloir tout inverser. Je crois qu'il faut vraiment commencer par petites touches, sortir de sa zone de confort, expérimenter un aspect conceptuel, une théorie qui passe généralement difficilement auprès des étudiants, l'externaliser sous forme de support, pas forcément technologique. Bon, moi j'aime bien la technologie. Pourquoi? Parce que les étudiants, ils adhèrent et puis on ne peut pas faire sans. Mais c'est vrai qu'on peut imaginer faire la classe inversée en donnant quelque chose à lire à la maison. Bon, voilà. Moi je ne suis pas trop convaincue par ça, mais disons, externaliser une première approche à la théorie, puis après, revenir en classe, voir comment ça se passe, et si vous avez un conseiller pédagogique à disposition, essayez de faire un débriefing avec ce conseiller pédagogique, ou alors d'y réfléchir et de voir qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous aimeriez refaire ou pas, revenir à votre cours traditionnel et puis réexpérimenter une autre fois. Si on souhaite tout inverser d'un coup, on risque de tomber dans le panneau de donner toute la théorie à l'extérieur, faire que des exercices en classe, puis in fine, les étudiants n'apprennent pas tant bien que ça, puis personne n'est content. Attention, ça c'est un écueil qu'il faut absolument éviter. Pour certains enseignants, ça devient tellement addictif parce qu'on on se rend compte que les étudiants sont engagés. On se rend compte que tout à coup, ils regardent le monde et disent « Ah, c'est déjà fini ». Et puis, on a vraiment l'impression de servir à quelque chose. Et donc, cette envie de construire un enseignement en mode inversé, eh bien, prend le dessus. Et j'ai des collègues, dont je fais partie d'ailleurs, qui inversent à peu près tous leurs cours. Mais ce n'est pas la norme. On peut n'inverser qu'une partie. Ce qui compte, c'est d'être en phase, d'être aligné avec son rôle d'enseignant, ses valeurs, ce qu'on souhaite transmettre au niveau du champ disciplinaire, d'être dans un principe de cohérence, comme le dit Marcel Lebrun, entre les objectifs d'apprentissage, les méthodes d'enseignement, les stratégies qu'on utilise et les techniques, les méthodes qu'on va essayer d'appliquer par activité pour pouvoir rendre cet enseignement cohérent et amener les étudiants là où on veut les amener, c'est-à-dire atteindre des objectifs d'apprentissage, mais avec un apprentissage en profondeur. Parce que là, permettez-moi de faire une parenthèse, mais les examens où les étudiants régurgitent juste pour l'examen, ils réussissent tant bien que mal haut la main, qu'est-ce qui se passe? Une année après, 2 ans après, qu'en reste-t-il? Pas grand-chose. Lorsque vous les amenez dans un enseignement en mode classe inversée, les activités que vous préparez pour eux pendant les cours, ce sont des activités où ils vont devoir confronter leur point de vue, ils vont devoir évaluer, ils vont devoir créer. Si on pense à la pyramide de Bloom, on est dans les niveaux supérieurs. Et quand on est dans les niveaux supérieurs, dans un espace collaboratif, c'est souvent ça qui se passe dans les configurations de classe inversée, les étudiants travaillent ensemble, eh bien, on active ces fonctions cognitives supérieures et donc on ancre davantage le savoir et les connaissances.